C'était un jeudi après-midi comme les autres. Je revenais tout juste du supermarché Monoprix, le coffre rempli de sacs. Nous vivions en périphérie de Lyon, dans un quartier résidentiel tranquille où la chaleur de fin mai commençait déjà à se faire sentir. Je me suis garée devant le garage et j'ai appuyé sur la télécommande. La porte s'est ouverte avec son grincement caractéristique, révélant cet espace sombre où je comptais décharger les courses avant de monter à l'appartement. Je fredonnais distraitement, en passant mentalement en revue tout ce que j'avais acheté. Du lait, des œufs, du riz, de l'huile d'olive, du pain frais de la boulangerie du quartier. Mon esprit organisait déjà le dîner que je préparerais pour Mathieu, mon mari. Nous étions mariés depuis 5 ans et je continuais d'essayer de lui plaire avec de petites attentions, même si notre relation s'était refroidie ces derniers mois. J'ai commencé à sortir les sacs quand j'ai entendu le rugissement d'un moteur derrière moi. Je n'y ai pas prêté attention, pensant que c'était un voisin. Notre garage collectif était toujours animé, mais le bruit s'est intensifié, s'approchant bien trop vite. J'ai à peine eu le temps de tourner la tête. La voiture, une Peugeot 3008 argentée que j'ai reconnue immédiatement, a accéléré et m'a percuté de plein fouet. L'impact a été brutal. La douleur a explosé dans mes jambes et mon dos, tandis que j'étais projetée contre le mur du garage. En quelques secondes, je me suis retrouvée coincée entre le véhicule et le mur de béton. Le poids, la chaleur du moteur et la panique m'ont envahi complètement. J'ai crié de toutes mes forces, ma voix résonnant sur les murs en ciment. Et puis je l'ai vue. Béatrice, ma belle-mère, assise derrière le volant, les mains agrippées à celui-ci comme des serres. Nos regards se sont croisés à travers le pare-brise. Son visage, habituellement parfait avec ce maquillage impeccable et cette expression de supériorité qu'elle arborait toujours lors des repas de famille, montrait maintenant quelque chose de différent. Il n'y avait pas de surprise, pas d'horreur, juste une froideur calculée qui m'a glacé le sang plus que la douleur physique elle-même. Elle n'a rien dit. Elle n'a pas bougé pendant plusieurs secondes qui ont semblé une éternité. Puis, aussi froidement qu'elle était arrivée, elle a passé la marche arrière, a redressé le volant et est partie, laissant les marques noires des pneus sur le sol et l'écho de mon cri dans l'air. Les sacs de course étaient éparpillés sur le sol. Les œufs cassés formaient une flaque jaunâtre qui se mélangeait lentement à mon sang. Le pain que j'avais acheté avec tant de soin à la boulangerie de Monsieur Martin gisait écrasé sous une roue de la voiture. Absurdement, l'une de mes pensées fut « Maintenant, je ne pourrai pas préparer le gratin que j'ai promis à Mathieu. » J'ai essayé de bouger, mais la douleur était insupportable. Ma jambe droite était pliée dans un angle impossible. Je pouvais sentir que quelque chose en moi s'était brisé, et je ne parlais pas seulement des os. Comment Béatrice, la femme qui souriait sur les photos de famille, qui faisait des commentaires sur mes plats trop simples au dîner de Noël, qui critiquait subtilement ma façon de m'habiller ou mon accent « du Sud », pouvait-elle faire une chose pareille? J'ai toujours su qu'elle ne m'acceptait pas. Depuis que Mathieu m'avait emmenée pour la première fois chez ses parents dans le 16e arrondissement, j'avais senti son mépris. Moi, Camille Leroy, une simple institutrice d'un village de Provence, je n'étais pas assez bien pour son fils, le prometteur avocat issu d'une famille prestigieuse. Mais de là à essayer de me tuer, le choc m'empêchait de penser clairement. La douleur pulsait par vagues, brouillant ma vision. J'ai crié à nouveau, priant pour que quelqu'un m'entende. Le garage collectif était habituellement fréquenté à cette heure, mais aujourd'hui il semblait désert. Où était tout le monde? Pourquoi personne ne venait? Mon portable avait été projeté lors de l'impact. Je l'ai vu à quelques mètres, l'écran brisé, aussi cassé que moi. J'ai essayé de ramper vers lui, mais chaque mouvement était une agonie. Les larmes couléant sur mes joues, se mêlant à la sueur froide du choc. À l'aide, s'il vous plaît, que quelqu'un m'aide. Ai-je continué de crier jusqu'à ce que ma voix devienne rauque. L'écho de mes propres mots me revenait comme une moquerie cruelle. Le temps passait étrangement. Je ne savais pas si des minutes ou des heures s'étaient écoulées. La douleur était constante, mais mon esprit divaguait. J'ai pensé à Mathieu. Savait-il quelque chose à ce sujet? Sa mère aurait-elle pu agir seule? Ou cela faisait-il partie d'un plan plus vaste? Notre relation avait changé ces derniers mois. Il était plus distant, plus irritable. Il passait plus de temps chez ses parents, discutant d'affaires familiales dont j'étais exclue. Je me suis souvenue du dernier dîner de famille, à peine une semaine plus tôt. Béatrice avait fait un commentaire sur combien il serait judicieux que Mathieu reprenne contact avec Claire,
son ex-petite amie de bonne famille. Mathieu avait ri, mais ne l'avait pas nié. J'avais fait semblant de ne pas y attacher d'importance, me concentrant sur le découpage de ma viande en morceaux de plus en plus petits. Était-ce une tentative de m'éliminer? Ou simplement la haine accumulée pendant des années qui avait finalement explosé? La douleur me ramena au présent. Ma respiration devenait de plus en plus superficielle. J'avais froid, malgré la chaleur de mai. Je savais que ce n'était pas bon signe. J'ai fermé les yeux, essayant de rester calme, de ne pas penser à la possibilité de mourir là, seule, au milieu des courses détruites et de mes rêves brisés. Les minutes passaient comme des heures. La douleur était insupportable, mais ce qui me terrifiait le plus était le silence. Pas de voisins, pas de pas venant de la maison, aucun signe de Mathieu. J'ai continué à crier jusqu'à ce que l'épuisement me fasse taire. Ma gorge me brûlait. Le goût métallique du sang inondait ma bouche. À un moment donné, je suis entrée dans un état de semi-conscience. Le garage, avec ses murs de béton et cette lumière fluorescente clignotante, se transformait par moments en la cuisine de ma grand-mère à Aix-en-Provence. Je pouvais sentir la soupe au pistou fraîchement préparée, entendre sa voix me dire d'être forte, que les femmes de notre famille avaient toujours tout surmonté. « Nous sommes comme l'olivier, Camille », me disait-elle. « On peut nous tailler, mais nous repoussons toujours. » Un bruit me ramena à la réalité. Des pas. Quelqu'un était entré dans le garage. « Ici, à l'aide, s'il vous plaît !» ai-je crié avec le peu de voix qu'il me restait. C'était Hélène, la voisine du 3B. Son visage se transforma en un masque d'horreur en me voyant. « Mon Dieu, Camille, qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle s'agenouilla à côté de moi, ses mains tremblantes sortant son portable. « Je vais appeler une ambulance. Tiens bon, s'il te plaît. » Sa présence fut comme une encre à la vie. Pendant qu'elle parlait précipitamment avec les services d'urgence, elle me tenait fermement la main. Je lui ai expliqué en balbutiant ce qui s'était passé. J'ai vu l'incrédulité sur son visage. « Ta belle-mère, Béatrice Marchal, mais elle a l'air si correcte, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour moi. « Les apparences sont trompeuses, » ai-je réussi à dire, avant qu'une autre vague de douleur ne me parcourt. Hélène était restée avec moi, me parlant de choses triviales pour me maintenir consciente. Elle m'a parlé de son chat, de la série qu'elle regardait, de n'importe quoi pour m'empêcher de sombrer dans l'obscurité qui menaçait de m'engloutir. Je lui en serais éternellement reconnaissante. Finalement, j'ai entendu le son lointain des sirènes. Le soulagement fut si intense qu'il me fit pleurer à nouveau. Les ambulanciers sont arrivés avec une efficacité professionnelle, évaluant rapidement la situation. Leur voix était calme, leurs mains expertes, tandis qu'ils m'immobilisaient et me transféraient sur un brancard. Fracture ouverte à la jambe droite. Possible traumatisme à la colonne. Signe de choc hypovolémique, ai-je entendu l'un d'eux dire à la radio. Dans l'ambulance, une ambulancière aux yeux bienveillants m'a tenu la main. Lucie, selon son badge. Elle m'a parlé doucement pendant qu'on me posait une intraveineuse et qu'on commençait à m'administrer des analgésiques. « Vous allez vous en sortir, Camille. Nous allons à l'hôpital Édouard Herriot. C'est le meilleur pour les traumatismes. Y a-t-il quelqu'un que nous devrions prévenir ?» J'ai pensé à Mathieu, mon mari, le fils de la femme qui venait d'essayer de me tuer. Devais-je l'appeler? Viendrait-il inquiet? Ou seulement pour couvrir le crime de sa mère? Ma sœur, ai-je finalement répondu. Anne Leroy. Elle vit à Marseille. Mais elle voudra savoir. Je lui ai dicté le numéro comme je le pouvais. Anne était la seule famille qu'il me restait après le décès de nos parents dans cet accident de la route il y a 7 ans. La seule en qui je pouvais avoir une confiance absolue. Le trajet vers l'hôpital fut flou. La morphine commençait à faire effet, estompant les contours de la douleur, mais aussi ceux de ma conscience. Je flottais entre l'éveil et un sommeil agité, où Béatrice continuait de me poursuivre avec sa voiture, encore et encore, dans une boucle sans fin. À l'hôpital, tout fut un tourbillon d'activité. On m'a rapidement emmenée aux urgences. Médecins et infirmières s'activaient autour de moi, parlant dans ce jargon technique que je comprenais à peine. Radiographie, analyse, moniteur qui bip. Le plafond blanc de l'hôpital est devenu mon seul point de mire pendant qu'on me transportait d'une salle à l'autre. Le diagnostic est tombé. Fracture du fémur et du tibia droit, 3 côtes cassées, contusion pulmonaire, lacération hépatique légère,
multiples hématomes et coupures. Vous avez eu de la chance, a dit le docteur Ramier, un homme d'âge mûr avec des lunettes et une expression sérieuse. Ça aurait pu être bien pire. De la chance ? J'ai voulu rire, mais la douleur m'en a empêché. Si j'avais de la chance, je ne serais pas ici. Si j'avais de la chance, je n'aurais pas épousé un homme dont la mère me haïssait au point de vouloir m'éliminer. Si j'avais de la chance, j'aurais écouté Anne quand elle m'avait mise en garde contre la famille de Mathieu et leurs grands airs. On m'a emmenée au bloc opératoire. Avant que l'anesthésie ne m'entraîne dans l'inconscience, une infirmière m'a demandé si je savais qui m'avait renversée. Béatrice Marchal, ai-je répondu clairement. Ma belle-mère. Et c'était délibéré. Quand je me suis réveillée, la chambre était dans la pénombre. Un moniteur à mon chevet émettait des bips réguliers. Mon corps me semblait lourd, étranger, comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre. Ma jambe droite était surélevée et couverte d'un plâtre imposant. Une douleur sourde pulsait sous le brouillard des analgésiques. Anne était là, somnolant dans un fauteuil près du lit. Son visage, si semblable au mien mais avec cette détermination qui l'avait toujours caractérisé, montrait des signes d'inquiétude même dans ses rêves. La voir m'a donné de la force. Je n'étais pas seule. Anne, ai-je murmuré. Mon nom est sorti comme un croassement de ma gorge sèche. Elle s'est réveillée immédiatement, s'approchant du lit. Camille, Dieu merci. Comment te sens-tu ? Comme si une voiture m'était passée dessus. Ai-je essayé de plaisanter ? Mais les larmes ont trahi ma fausse force. Anne m'a serrée dans ses bras avec précaution, évitant les tubes et les câbles qui me reliaient aux machines. Je suis là, petite sœur. Je ne vais pas te laisser seule. Je lui ai demandé combien de temps s'était écoulé. Presque 24 heures, m'a-t-elle dit. L'opération avait été compliquée mais réussie. Les médecins étaient optimistes. Et Mathieu ? Ai-je demandé. Bien qu'une partie de moi connaisse déjà la réponse. Le visage d'Anne s'est durci. Il est venu hier soir. Il est resté quelques minutes et est parti. Il a dit qu'il devait s'occuper d'une affaire familiale urgente. Une affaire familiale, bien sûr. Sa mère essayant de me tuer n'était pas assez urgente ou familiale. La police ? Ai-je alors demandé, me souvenant de mes dernières paroles avant l'anesthésie. Ils sont venus ce matin, mais tu étais inconsciente. Ils reviendront demain, a répondu Anne. Hélène, ta voisine, leur a donné son témoignage. Elle t'a trouvé juste après l'incident. J'ai hoché lentement la tête. Bien, il y aurait des témoins. Ils ne pourraient ne pas me faire taire si facilement. Je veux porter plainte officiellement, ai-je dit avec toute la fermeté que je pouvais rassembler. Dès que je pourrai parler à la police. Anne m'a serré la main. Je sais. Et je te soutiendrai en tout. Mais maintenant, repose-toi. Demain sera un autre jour de bataille. J'ai fermé les yeux, laissant la fatigue me vaincre à nouveau. Avant de m'endormir, j'ai pris une décision. Peu importe ce que cela coûterait, peu importe qui je devrais affronter, même si c'était l'homme que j'avais autrefois aimé, je ferais payer Béatrice pour ce qu'elle avait fait. Non par vengeance, mais pour la justice. Et pour moi-même. Car si j'avais appris quelque chose de ma grand-mère, c'est que les femmes de notre famille ne pliaient pas. Comme l'olivier, on pouvait nous tailler, mais nous repoussions toujours. Je fus réveillée en sursaut par le bruit de la porte qui s'ouvrait. La lumière du matin entrait par la fenêtre, illuminant la chambre d'hôpital de cette teinte aseptisée si caractéristique. Anne était sortie chercher un café, me laissant seule avec mes pensées et la douleur sourde que les analgésiques ne parvenaient pas à calmer entièrement. C'était Mathieu qui entrait, mon mari, l'homme avec qui j'avais partagé 5 ans de ma vie. Mais quelque chose dans son visage, dans la façon dont il évitait de me regarder directement, a allumé toutes mes alarmes internes. « Camille », dit-il simplement, s'approchant du lit d'un pas mesuré. J'attendais de l'inquiétude. J'attendais de la fureur pour ce que sa mère avait fait. J'attendais n'importe quelle réaction humaine normale au fait que votre femme ait été intentionnellement renversée. Mais ce que j'ai vu dans ses yeux m'a glacé le sang plus que l'accident lui-même. Du calcul. Comme s'il évaluait une situation juridique compliquée, et non la souffrance de la femme qu'il était censé aimer. Il n'a pas demandé comment je me sentais. Il n'a pas mentionné la douleur que je devais ressentir. Il ne s'est même pas excusé pour son absence de la veille. Au lieu de cela, il s'est assis méthodiquement sur la chaise près du lit et a sorti une enveloppe de la poche intérieure de sa veste de couturier italien. 40 000 €, dit-il sans inflexion dans la voix, en posant l'enveloppe sur la table de chevet.
pour oublier que tout ceci est arrivé. Le bip du moniteur cardiaque s'est accéléré, marquant mon incrédulité et ma rage croissante. Un instant, j'ai cru avoir mal entendu, que les médicaments affectèrent ma perception. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Ma voix sonnait plus faible que je ne l'aurais voulu. Mathieu soupira, comme si j'étais une cliente difficile qui ne comprenait pas les termes favorables d'un accord. « Camille, soyons raisonnables. C'était un accident malheureux. Ma mère est anéantie. » Anéantie ? Le mot est sorti comme un coup de feu de ma gorge douloureuse. Anéantie comme mes os ? Comme ma confiance ? Ta mère m'a renversé délibérément, Mathieu. Elle m'a regardé dans les yeux en le faisant. Et puis elle est partie, me laissant pour morte. Il a ajusté sa cravate, un geste qu'il faisait toujours quand il était mal à l'aise ou irrité. Je le connaissais si bien, ou c'est ce que je croyais. Tu exagères. Tu étais en état de choc, confuse. Tu n'as pas bien vu ce qui s'est passé. La façon dont il l'a dit, avec cette condescendance qu'il réservait à ses adversaires au tribunal, m'a fait réaliser quelque chose de terrible. Il avait déjà choisi son camp. Et ce n'était pas le mien. Tu es en train de me dire que j'ai tout imaginé ? Les larmes menacèrent de couler, mais je les ai retenues. Je ne lui donnerai pas cette satisfaction. Que je me suis fracturé la jambe toute seule ? Que les marques de pneus dans le garage sont le fruit de mon imagination ? Mathieu se pencha en avant, baissant la voix comme s'il partageait un secret professionnel. Ce que je dis, c'est que nous pouvons résoudre ça en privé, en famille, sans scandale, sans procédures judiciaires qui ne feront que causer plus de douleur à tout le monde. Ma mère est une femme d'un certain âge, respectée dans la communauté. Un procès la détruirait. Et moi alors ? Les mots sont sortis avant que je puisse les filtrer. Et ma destruction, Mathieu ? Qu'en est-il de la femme que tu as promis d'aimer et de protéger ? Un éclair de quelque chose, de la culpabilité, de l'impatience, traversa son visage avant que son masque professionnel ne retombe en place. 40 000 €, Camille. C'est une compensation généreuse. Tu pourrais prendre du temps, peut-être retourner en Provence avec ta sœur pendant que tu te rétablis, recommencer à zéro. Je regardais l'enveloppe comme si c'était un serpent venimeux. 40 000 €. Le prix de mon silence. La valeur que mon mari et sa famille accordaient à ma vie, à ma dignité. Ta mère sait que tu es ici, à me proposer de l'argent ? Demandai-je, bien que je connaisse déjà la réponse. C'était son idée, admit-il. Et cette honnêteté brutale fut pire que n'importe quel mensonge. Elle comprend que cela a été un terrible malentendu et veut te dédommager. Un malentendu ? Le rire qui s'échappa de mes lèvres sonna étrange même à mes propres oreilles. C'est comme ça que les avocats appellent la tentative de meurtre de nos jours ? Mathieu se tendit, et pour la première fois, je vis une lueur de la colère que j'attendais depuis le début. Fais attention à ce que tu dis, Camille. Ce sont des accusations très graves. Ce ne sont pas des accusations, ce sont des faits. Ta mère m'a renversé intentionnellement. Elle m'a laissé gisant dans le garage en sang. Et maintenant elle prétend acheter mon silence. Et tu es son messager ? Nous nous sommes regardés fixement. Deux étrangers qui avaient autrefois partagé une vie. Comment n'avais-je pas vu cette facette de lui avant ? Ou avais-je simplement choisi de l'ignorer, aveuglé par ce que je croyais être de l'amour ? Pense à ce que tu fais, dit-il finalement, sa voix prenant ce ton persuasif qu'il utilisait au tribunal. Si tu continues dans cette voie, tu détruiras la famille, la réputation de ma mère, ma carrière, ta carrière ? L'incrédulité me laissa sans voix un instant. C'est ça qui t'inquiète ? Comment ta carrière sera affectée par le fait que ta mère a essayé de tuer ta femme ? Ne sois pas mélodramatique. Personne n'a essayé de tuer personne. Quelque chose s'est brisé en moi à ce moment-là. Ce n'était pas mon cœur. Celui-ci était déjà fracturé depuis l'instant où j'avais vu Béatrice derrière le volant. C'était quelque chose de plus profond, le dernier fil de respect et de confiance qui me liait à cet homme. « Sors d'ici », dis-je avec un calme que je ne ressentais pas. « Sors tout de suite. Camille, sois raisonnable. » Raisonnable ? Ma voix s'éleva, et je remarquai que quelques infirmières regardèrent vers la chambre. « Sais-tu ce qui n'est pas raisonnable, Mathieu ? Que ta femme soit presque morte, renversée par ta mère, et que ta seule préoccupation soit de protéger la réputation familiale. Ça, ce n'est pas raisonnable. C'est maladif. » Je poussai l'enveloppe avec ma main valide, l'envoyant au sol. Les billets se dispersèrent comme des feuilles d'automne. Un tapis vert obscène au pied du lit d'hôpital. « Je ne veux pas de ton argent. Je ne veux rien de toi ni de ta famille. Ce que je veux, c'est la justice. »
Et je l'aurai, avec ou sans ton soutien. Mathieu se leva lentement, ramassant l'enveloppe et les billets avec des mouvements délibérés, comme s'il me donnait le temps de reconsidérer. Quand il se redressa, son visage avait retrouvé ce masque de professionnalisme distant. « Tu regretteras cette décision », dit-il, non pas comme une menace, mais comme une prédiction clinique. Quand tout ceci sera terminé, quand les tribunaux, la presse et la société auront fini de nous démolir tous, tu te souviendras de ce moment et tu souhaiteras avoir pris l'argent. Je préfère vivre avec mes décisions qu'avec ta lâcheté, répondis-je. Maintenant, pour la dernière fois, sors de ma chambre. Il est parti sans un regard en arrière, emportant l'enveloppe et laissant derrière lui l'odeur de son eau de Cologne chère et la certitude que mon mariage était terminé bien avant ce jour. Anne revint quelques minutes plus tard, me trouvant avec des larmes silencieuses coulant sur mes joues. Je n'ai pas eu besoin de lui expliquer. Elle me connaissait trop bien. « Mathieu était là ?» demanda-t-elle, posant le café sur la table de chevet et s'asseyant à mes côtés. J'ai hoché la tête, incapable de parler un instant. « Qu'est-ce qu'il a dit ? Il m'a offert de l'argent, » répondis-je finalement, l'amertume teintant chaque mot. 40 000 € pour oublier que sa mère a tenté de me tuer. Anne jura à voix basse, ses yeux s'assombrissant d'une colère qui reflétait la mienne. « Et qu'est-ce que tu lui as dit ? D'aller au diable, en gros. » J'ai essayé de sourire, mais mes lèvres tremblaient trop. Anne prit ma main, ses doigts s'entrelaçant avec les miens comme lorsque nous étions enfants et que nous affrontions les problèmes ensemble. « Je suis fière de toi, » dit-elle simplement, « et maman et papa le seraient aussi. » Ces mots furent comme un baume. Pour la première fois depuis l'accident, j'ai senti que je pouvais respirer pleinement. Je n'étais pas seule. J'avais Anne. J'avais la vérité. Et j'avais la détermination de ne pas laisser Béatrice et Mathieu s'en tirer. « Je veux parler à la police aujourd'hui même, » dis-je avec une fermeté renouvelée. « Je veux porter plainte formellement. Et je veux une avocate, une qui n'ait pas peur d'affronter la famille Marshall. » Anne hocha la tête, son expression sérieuse mais décidée. « J'ai déjà fait des recherches. Il y a une avocate spécialisée dans les affaires de violence familiale, Lucie Martin. On dit qu'elle est implacable. »« Parfait, » répondis-je, sentant une étincelle d'espoir pour la première fois. Nous en aurons besoin, car il ne s'agissait plus seulement de l'agression. Il s'agissait d'années de manipulation, de me sentir diminuée, de supporter des commentaires méprisants et des regards condescendants. Il s'agissait de réclamer ma dignité et ma voix. Cet après-midi-là, 2 policiers sont venus prendre ma déposition. Je leur ai tout raconté, sans omettre aucun détail. Le regard de Béatrice, l'offre de Mathieu, les menaces voilées. Ils ont pris des notes, posé des questions, promis d'enquêter. « Ce ne sera pas facile, Madame Marshall », a dit l'un d'eux, utilisant un nom que je ne sentais plus comme le mien. « Leroy », l'ai-je corrigé. « Camille Leroy. Et je ne m'attends pas à ce que ce soit facile. J'espère seulement que ce sera juste. » Quand ils sont partis, un calme étrange m'a envahi. Le chemin qui m'attendait serait dur, douloureux, probablement plus difficile que la récupération physique de mes blessures. Mais pour la première fois depuis des années, je sentais que je prenais des décisions pour moi-même, pas pour plaire à Mathieu ou pour m'intégrer dans son monde. Cette nuit-là, tandis qu'Anne somnolait dans le fauteuil près de mon lit, j'ai contemplé le plafond de l'hôpital et j'ai pris une décision. Non seulement je survivrais à cela, mais j'en sortirais plus forte. Comme l'olivier de ma grand-mère, on pouvait me tailler, mais je repousserais. Et cette fois, je le ferais sans l'ombre des Marshall sur moi. Le lendemain matin, l'inspectrice Hélène Dubois est venue prendre ma déposition formelle. C'était une femme d'une 40aine d'années, avec des cheveux courts, des yeux perçants et une présence qui inspirait une confiance immédiate. Elle s'est assise près de mon lit, avec une tablette électronique et une expression professionnelle mais aimable. « Madame Leroy, j'ai besoin que vous me racontiez tout ce dont vous vous souvenez de l'incident. Chaque détail, aussi insignifiant qu'il puisse paraître, peut être important. » Pendant l'heure qui a suivi, j'ai revécu l'horreur du garage. Le bruit du moteur qui accélère, l'impact brutal, le visage impassible de Béatrice derrière le volant, la façon dont elle est partie en me laissant là. Je lui ai aussi parlé de la visite de Mathieu et de sa tentative d'acheter mon silence. L'inspectrice Dubois prenait des notes méticuleusement, n'interrompant que pour demander des éclaircissements. Quand j'ai terminé, elle m'a regardée avec une expression que je n'ai pas su interpréter.
Aviez-vous eu des problèmes antérieurs avec votre belle-mère? Des menaces? Des disputes sérieuses? Rien d'explicite, ai-je répondu après réflexion. Béatrice a toujours été correcte en surface, mais il y avait des commentaires, des regards, de petits gestes qui montraient clairement qu'elle ne me considérait pas digne de son fils. Je n'aurais jamais pensé qu'elle en arriverait là. Et votre mari? Aviez-vous remarqué un changement dans son comportement récemment? J'ai dégluti. C'était douloureux d'admettre à voix haute ce que j'avais ignoré pendant des mois. Mathieu a été distant. Il passe plus de temps avec sa famille qu'avec moi. Il y a des appels qu'il prend en privé, des réunions auxquelles il ne m'invite plus. Je pensais que c'était des problèmes de travail, mais maintenant, l'inspectrice a hoché la tête. Nous allons déposer une plainte pour tentative d'homicide. Nous aurons besoin des enregistrements du garage, des témoignages des voisins, du rapport médical complet. Vous croyez que j'ai une chance? Ai-je demandé, détestant l'insécurité dans ma voix. Ses yeux se sont adoucis un instant. Je ne vais pas vous mentir, Madame le Roi. La famille Marshall a de l'influence à Lyon. Mais nous avons des preuves matérielles, votre témoignage, et celui de votre voisine. Nous ferons notre travail. Nous ferons notre travail n'était pas exactement rassurant. Mais au moins, je sentais que quelqu'un me prenait au sérieux. Les jours suivants ont confirmé mes craintes sur la difficulté de ce chemin. Les enregistrements du garage avaient été accidentellement effacés selon le syndic de l'immeuble, un homme qui, par coïncidence, jouait au tennis avec le père de Mathieu chaque dimanche. Béatrice a tout nié, bien sûr. Selon sa version, elle n'avait même pas été dans l'immeuble ce jour-là. Elle était à une réunion caritative à l'auditorium Maurice Ravel, entourée de témoins de la haute société lyonnaise. Un alibi parfait, sauf pour un détail. Hélène l'avait vue sortir du garage. Lucie Martin, l'avocate qu'Anne avait contactée, est venue me voir à l'hôpital avant ma sortie. Elle était exactement comme on l'avait décrite, implacable. Avec son tailleur impeccable et sa mallette en cuir usé, elle me rappelait ces avocats des séries américaines, qui ne perdent jamais une affaire. « Nous avons un dossier solide », a-t-elle affirmé après avoir examiné toutes les informations. « Ce ne sera pas facile, mais nous avons quelque chose qu'ils n'attendent pas. »« Qu'est-ce que c'est ?» a demandé Anne, qui ne m'avait pas quittée d'une semelle. « La vérité ?» a répondu Lucie avec un sourire féroce. « Et le fait que les Marshall ont sous-estimé votre sœur. Ils croient qu'ils peuvent l'effrayer, l'acheter ou la discréditer. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Sa confiance était contagieuse. Mais les premières semaines après ma sortie de l'hôpital m'ont montré que la bataille ne faisait que commencer. Je me suis installée dans le petit appartement d'Anne à Marseille. Ma jambe, encore dans un plâtre imposant, me rappelait constamment ce qui s'était passé. Les séances de kinésithérapie étaient douloureuses, mais pas autant que les nouvelles qui arrivèrent de Lyon. Les Marshall avaient lancé leur propre campagne. D'abord, des rumeurs subtiles, que j'avais des problèmes mentaux, que j'étais jalouse de la relation de Mathieu avec sa mère, que j'avais inventé l'agression après une dispute conjugale. Puis sont venus les articles dans la presse locale, soigneusement rédigés pour ne pas être légalement diffamatoires, mais suffisamment insinuants pour semer le doute. Béatrice Marshall, présidente de la Fondation Art et Culture, nie catégoriquement les accusations. C'est une situation familiale tragique, a déclaré son avocat. Madame Marshall espère seulement que sa belle-fille reçoive l'aide dont elle a besoin. Chaque nouvelle était comme être renversée à nouveau, cette fois émotionnellement. Mais j'ai refusé de m'effondrer. Je me suis accrochée à la vérité comme à une bouée de sauvetage. « Ils ne gagneront pas », ai-je dit à Anne un soir, alors que nous regardions les informations locales qui mentionnaient à nouveau l'affaire comme le prétendu incident dans le garage. Peu importe combien d'argent ou d'influence ils ont. « Bien sûr que non », a répondu Anne avec cette détermination de fer qui lui était propre. Les Leroy sont plus fortes qu'on ne le pense. Malgré les obstacles, notre affaire avançait. L'inspectrice Dubois avait été minutieuse dans son enquête. Bien que les enregistrements du garage aient mystérieusement disparu, ceux du hall de l'immeuble étaient intacts, montrant Béatrice entrant dans le bâtiment 15 minutes avant l'incident et sortant précipitamment après. Lucie avait également trouvé un témoin inattendu, le jardinier de l'immeuble, Émile, un homme âgé et silencieux qui travaillait habituellement l'après-midi dans les jardins de la copropriété. Il avait vu Béatrice sortir du garage à toute vitesse, avec une expression qu'il a décrite comme « froide comme un glaçon ». Son témoignage était crucial, surtout parce que les Marshall ne l'avaient pas jugé assez important pour l'acheter ou l'intimider.
Un autre allié inattendu a surgi. Claire, l'ex-petite amie de Mathieu, celle que Béatrice mentionnait toujours comme celle qui aurait dû être. Elle nous a contactés par l'intermédiaire de Lucie, offrant des informations sur le caractère manipulateur de Béatrice et comment elle s'était ingérée dans toutes les relations de Mathieu qu'elle ne jugeait pas appropriées. « Je ne te connais pas, Camille », m'a-t-elle dit lors de notre premier appel téléphonique, « mais je sais exactement ce que tu traverses. Béatrice Marchal est une femme dangereuse quand elle sent que quelqu'un menace son contrôle sur son fils. Avec moi, elle a utilisé d'autres méthodes, mais l'objectif était le même, m'éliminer. Chaque nouveau témoignage, chaque preuve que nous rassemblions, me donnait la force de continuer. Mon corps guérissait lentement. D'abord les béquilles, puis une canne, et enfin mes premiers pas sans soutien. Mais ma détermination grandissait chaque jour. L'affaire a atteint les médias nationaux. Un grand journal parisien a publié un reportage intitulé « Pouvoir et privilèges ». L'influence peut-elle acheter l'impunité ? La journaliste, Rosa Martin, avait enquêté sur d'autres cas similaires où des familles influentes avaient réussi à échapper à la justice. Son article plaçait notre affaire dans un contexte plus large. Et pour la première fois, j'ai senti que l'opinion publique commençait à remettre en question la version des Marchal. 6 mois après l'agression, nous avons reçu la nouvelle que nous attendions tant. L'affaire irait en jugement. Le parquet, avec les preuves présentées par l'inspectrice Dubois, avait décidé de poursuivre Béatrice Marchal pour tentative d'homicide. La veille du procès, alors que je contemplais la Méditerranée depuis le balcon de l'appartement d'Anne, j'ai ressenti un étrange mélange d'anxiété et de calme. Le lendemain, j'affronterai Béatrice et Mathieu au tribunal. Je verrai leur visage, j'entendrai leurs mensonges. Je devrais garder mon sang-froid pendant qu'ils tenteraient de détruire ma crédibilité. « Prête pour demain ?» a demandé Anne, me rejoignant sur le balcon avec 2 tasses de tisane. « Non », ai-je répondu honnêtement. « Mais je vais le faire quand même. » Anne a souri, me tendant une des tasses. C'est ma sœur. La même qui, à 8 ans, a affronté ce groupe de garçons qui me harcelaient, même en sachant qu'ils étaient les plus grands et plus forts. Et j'ai fini avec un œil au beurre noir, me suis-je souvenu, souriant malgré moi. « Mais tu as gagné, » a répondu Anne. « Et demain, tu gagneras aussi. » J'ai regardé vers l'horizon, où le soleil commençait à sombrer dans la mer, teintant le ciel d'orange et de rouge. Je ne savais pas si je gagnerais. Les Marchal avaient de l'argent, des relations, une équipe juridique formidable. Mais j'avais quelque chose qu'ils n'avaient pas, la vérité. Et pour la première fois depuis l'accident, j'ai senti que peut-être, juste peut-être, cela pourrait suffire. Le palais de justice de Lyon était imposant avec son architecture moderne et ses immenses baies vitrées. Je me suis sentie insignifiante en montant les escaliers, m'appuyant légèrement sur ma canne. Anne à ma gauche, Lucie à ma droite. Un triangle de force féminine face au monde. « Souviens-toi » a dit Lucie alors que nous approchions de la salle. « Ne les laisse pas te provoquer. Réponds seulement à ce qu'on te demande, sans élaborer. Et regarde-moi si tu te sens dépassé. » J'ai hoché la tête, incapable d'articuler un mot. Le nœud dans ma gorge s'était installé dès mon réveil ce matin-là. La salle d'audience était plus froide que ce à quoi je m'attendais, et pas seulement en température. Des murs blancs, du bois sombre, le drapeau français flanquant celui de l'Europe. Et là, de l'autre côté de la salle, elle était là. Béatrice Marchal, impeccablement vêtue d'un tailleur gris perle, les cheveux parfaitement coiffés, les mains croisées sur ses genoux comme une écolière obéissante. Nos regards se sont croisés un instant. Je n'ai vu ni regret, ni peur, ni même de la haine. Juste une évaluation froide, comme quelqu'un qui examine un insecte gênant qui doit être écrasé. À côté d'elle se tenait Mathieu, qui a détourné le regard dès que je suis entrée. Il portait l'un de ses costumes chers, mais il y avait quelque chose de différent en lui. Il semblait plus mince, avec des cernes prononcées. Souffrait-il, ou était-il seulement préoccupé par le scandale? Le procès a commencé avec la formalité protocolaire que j'avais toujours vue dans les séries télévisées, mais qui était surréaliste à vivre en personne. La juge, une femme d'une 50aine d'années à l'expression sévère mais juste, a ouvert la séance. Les plaidoiries initiales se sont déroulées comme prévu. Le procureur a présenté les faits.
une agression délibérée, une tentative de corruption, une conspiration familiale pour couvrir le crime. L'avocat de Béatrice, un homme du nom de Montero à l'allure de loup affamé, a contre-attaqué en dépeignant une femme confuse par ses médicaments, un accident malheureux et une belle fille aigrie et mentalement instable qui profitait de la situation pour extorquer de l'argent à la famille. Je me suis mordu la lèvre jusqu'à presque la faire saigner. Lucie m'a serré la main, me rappelant que ce n'était que le début. Les témoins ont défilé. Hélène a raconté comment elle m'avait trouvée, décrivant le sang, mes cris, mon état de choc. Émile, le jardinier, a parlé d'une voix tremblante mais ferme de la façon dont il avait vu Béatrice sortir précipitamment du garage. L'inspectrice Dubois a présenté les preuves matérielles. Les photos de mes blessures, le rapport médico-légal indiquant qu'elles avaient été causées par un impact à grande vitesse, les enregistrements du hall. Montero a attaqué chaque témoin avec une précision chirurgicale. Hélène était-elle sûre que je ne m'étais pas automutilée? Émile n'avait-il pas des problèmes de vue qui auraient pu lui faire confondre Béatrice avec quelqu'un d'autre? N'était-il pas vrai que l'inspectrice Dubois avait un historique de cas contre des familles riches, suggérant un parti pris de classe? Quand mon tour de témoigner est arrivé, mes jambes tremblaient tellement que j'ai craint de ne pas pouvoir atteindre la barre. Mais je l'ai fait, pas à pas, avec la même détermination avec laquelle j'avais affronté la rééducation. J'ai raconté mon histoire une fois de plus. Le supermarché, les sacs, le bruit du moteur, l'impact, le visage de Béatrice, la douleur, l'attente. Puis, la visite de Mathieu à l'hôpital, l'enveloppe d'argent, les menaces voilées. « Et êtes-vous sûre, Madame Leroy, a demandé Montero lors du contre-interrogatoire, d'avoir reconnu ma cliente comme étant la conductrice, malgré le choc, la douleur et la confusion? Absolument certaine, ai-je répondu, le regardant droit dans les yeux. Nous nous sommes regardés dans les yeux pendant plusieurs secondes. Il n'y avait aucune confusion possible. Et n'est-il pas vrai que vous et Madame Marchal vous étiez récemment disputés à propos, disons, de la possibilité d'un divorce? Que vous aviez menacé de ruiner la famille si vous ne receviez pas une compensation généreuse? J'ai senti le sang quitter mon visage. C'est absolument faux. Donc, vous niez avoir eu une discussion avec ma cliente 3 jours avant la prétendue agression? Il n'y a eu aucune discussion, et ce n'était pas une prétendue agression. J'ai un fémur reconstruit en titane pour le prouver. Un murmure a parcouru la salle. J'ai vu la juge froncer les sourcils, mais je ne savais pas si c'était à cause de ma réponse ou de la question de Montero. Le contre-interrogatoire a continué, de plus en plus agressif. Montero a insinué que j'avais inventé l'agression pour extorquer la famille, que j'avais des problèmes mentaux, que j'étais jalouse du succès des Marchal. Chaque accusation était plus absurde que la précédente, mais lancée avec une telle conviction que je me suis demandé si certains dans la salle y croyaient. Quand j'ai enfin pu descendre de la barre, mes jambes me soutenaient à peine. Anne m'a serrée dans ses bras tandis que Lucie me murmurait « Tu as été parfaite. Ne te laisse pas intimider. » Béatrice a témoigné le lendemain. Elle était montée à la barre avec cette dignité aristocratique qu'elle avait toujours utilisée comme armure. Sa version était simple. Elle avait été à une réunion caritative toute l'après-midi de l'incident, ce que plusieurs membres éminents de la société lyonnaise pouvaient confirmer. Elle n'avait pas été dans le garage. Elle n'avait renversé personne. Elle était profondément peinée par les accusations de sa chère belle-fille, qu'elle avait toujours traitée comme sa propre fille. La performance était impeccable. Si je n'avais pas été la victime, je l'aurais presque cru. Mathieu a témoigné après. Il a confirmé l'alibi de sa mère, a affirmé que j'avais été émotionnellement instable dans les mois précédant l'incident et a catégoriquement nié avoir tenté de me corrompre à l'hôpital. Je voulais seulement aider Camille, a-t-il dit d'une voix convaincante et affligée. J'étais inquiet pour son bien-être et je lui ai offert un soutien financier pour sa convalescence. Le procès s'est étalé sur 5 jours. Témoins, contre-interrogatoire, preuves, contre-preuves. Une danse juridique où la vérité semblait de plus en plus floue entre les mots et les stratégies. Et puis, alors que tout semblait perdu, l'inattendu s'est produit. Marie Valois, la secrétaire personnelle de Béatrice depuis 15 ans, a demandé à témoigner. Elle n'était pas sur la liste des témoins. Personne ne savait ce qu'elle pouvait apporter à l'affaire. Montero a tenté de s'y opposer, mais la juge, intriguée, a autorisé son témoignage. Marie était une femme menue, d'une 50aine d'années, avec un air d'efficacité discrète.
Elle avait travaillé dans l'ombre de Béatrice, organisant sa vie, ses agendas, ses secrets. Et maintenant, elle était là, prête à parler. Madame Marchal n'était pas à la réunion caritative l'après-midi du 12 mai, a-t-elle déclaré d'une voix calme mais ferme. Elle a annulé sa participation à la dernière minute. C'est moi-même qui ai passé l'appel. Un silence de mort est tombé sur la salle. J'ai vu Béatrice se raidir sur son siège, et Montero lui murmurait furieusement à l'oreille. « Pouvez-vous en être certaine ?» a demandé la juge. « Absolument. J'ai l'enregistrement de l'appel et un courriel confirmant l'annulation. Et savez-vous où se trouvait Madame Marchal pendant ces heures ? » Marie a hésité pour la première fois. Elle m'a demandé de bloquer 2 heures dans son agenda pour des affaires personnelles. Elle n'a pas précisé davantage. S'était-il passé quelque chose d'inhabituel dans les jours précédents ? Une autre pause. Marie a regardé brièvement Béatrice, qui l'observait avec un mélange d'incrédulité et de fureur à peine contenue. Madame Marchal avait exprimé des inquiétudes concernant sa belle-fille. Elle a dit qu'elle était un obstacle aux projets familiaux, qu'elle aurait souhaité que son fils choisisse quelqu'un de moins gênant. Le murmure dans la salle s'est transformé en un bourdonnement de conversation. La juge a frappé avec son marteau, demandant le silence. « Êtes-vous prête à signer une déclaration sous serment sur ce que vous venez de témoigner ?» a-t-elle demandé. « Oui, madame la juge. » J'ai vu le masque de Béatrice commencer à se fissurer. Ses mains, toujours si contrôlées, serraient maintenant convulsivement le bord de la table. Elle clignait des yeux rapidement, un tic nerveux que je ne lui avais jamais vu. Lucie s'est penchée vers moi. « Ça change tout », a-t-elle murmuré. Son alibi vient de s'effondrer. Le procès a pris un tournant radical après le témoignage de Marie. D'autres personnes ont commencé à parler. Une ancienne femme de ménage qui avait entendu Béatrice pester contre moi, un chauffeur qui a confirmé l'avoir déposée près de notre immeuble l'après-midi de l'agression, même une amie de la famille qui a admis que Béatrice lui avait parlé de prendre des mesures pour libérer Mathieu de cette relation toxique. Le château de cartes s'effondrait. Et à chaque nouveau témoignage, l'expression de Béatrice devenait plus pétrifiée, plus désespérée. Quand les plaidoiries finales sont enfin arrivées, l'atmosphère dans la salle avait complètement changé. Ce n'était plus la parole d'une provinciale de classe moyenne contre une dame respectée de la haute société lyonnaise. C'était la preuve contre l'arrogance, la vérité contre le privilège. 3 jours plus tard, la juge a rendu son verdict. Béatrice Marchal était coupable de tentative d'homicide. En raison de son âge et de son absence d'antécédents, elle a été condamnée à une assignation à résidence et à une ordonnance d'éloignement permanente. Ce n'était pas la justice complète que j'espérais, mais c'était la justice, enfin. Je l'ai vue sortir de la salle, escortée par son avocat, son masque de dignité finalement brisé. Je n'ai ressenti ni joie, ni même satisfaction. Juste un soulagement profond et silencieux. Enfin, quelqu'un avait entendu ma voix. On dit que la justice est aveugle, mais pour moi, elle a eu un visage, une voix et un nom. Hélène Dubois, Marie Valois, Lucie Martin, Anne. Des femmes qui ont cru en moi quand tout semblait perdu. Des femmes qui n'ont pas permis que ma vérité soit réduite au silence par le pouvoir et l'argent. La fin du procès n'a pas été la fin de mon histoire, seulement le début d'une nouvelle étape. Mathieu et moi avons divorcé peu de temps après la sentence. Il n'y a pas eu de discussion sur les biens ou les actifs. Je ne voulais rien qui me lie au Marchal. Le jour où nous avons signé les papiers dans le bureau de l'avocat, nous nous sommes à peine regardés. Il avait perdu du poids, avait des cernes profonds, semblait beaucoup plus âgé que ses 35 ans. Une partie de moi voulait lui demander s'il m'avait jamais vraiment aimé, si tout avait été une farce depuis le début. Mais quelle importance cela avait-il encore ? J'espère que tu trouveras ce que tu cherches, Mathieu, lui ai-je dit quand nous avons terminé les formalités. Ce furent les seuls mots que nous avons échangés. Il m'a regardé brièvement, et pendant une seconde, j'ai vu quelque chose dans ses yeux. Du regret ? De la honte ? Ah, avant qu'il ne remette ce masque professionnel que je connaissais si bien. « Au revoir, Camille », a-t-il répondu, et il est sorti de ma vie aussi silencieusement qu'il était sorti de ma chambre d'hôpital ce jour-là. Il n'y a pas eu de conversation finale, pas de clôture émotionnelle. Nous ne nous sommes plus jamais parlé. Il a disparu de ma vie comme le brouillard se dissipe avec le soleil du matin. Lentement au début, puis d'un coup, sans laisser de traces. J'ai appris par les journaux qu'il avait déménagé à Paris, où il avait ouvert un nouveau cabinet. Il n'a jamais mentionné publiquement ce qui s'était passé.
C'était comme si ces 5 années ensemble n'avaient jamais existé. Je n'ai pas pleuré pour lui. J'ai pleuré pour la femme que j'avais été, celle qui avait fait confiance et aimé sans réserve. J'ai pleuré pour les rêves partagés qui s'évanouissaient maintenant comme des châteaux de sable. Mais je n'ai pas pleuré pour lui, ni pour l'avenir que nous avions perdu. Cet avenir n'avait jamais été réel. La récupération physique a été lente et douloureuse. Des mois de kinésithérapie, des exercices qui me faisaient mordre l'oreiller pour ne pas crier, des nuits blanches quand la douleur fantôme me réveillait. Le médecin a dit que je retrouverais presque toute ma mobilité, mais que j'aurais toujours des séquelles, des douleurs avec les changements de temps, une légère boiterie les mauvais jours, des cicatrices qui ne disparaîtraient jamais complètement. « Vous êtes jeune et forte », me disait Antoine, mon kinésithérapeute, en m'obligeant à plier le genou un peu plus chaque jour. « Votre corps veut guérir. Il suffit de lui donner du temps et de ne pas baisser les bras. » La récupération émotionnelle a été encore plus compliquée. Pendant des mois, j'ai fait des cauchemars où je me revoyais coincée sous la voiture, où Béatrice revenait pour finir ce qu'elle avait commencé. Je sursautais au bruit des moteurs, j'évitais les garages, je paniquais en traversant la rue. Anne m'a convaincue de commencer une thérapie, et bien qu'au début j'ai résisté, les Leroy sont têtus de nature, j'ai finalement accepté. Martha, ma psychologue, m'a aidée à nommer ce que j'avais vécu. Traumatisme, trahison, violence. Elle m'a appris des outils pour gérer les crises de panique, pour reconnaître que mes peurs étaient normales et non une faiblesse. Peu à peu, j'ai reconstruit non seulement mon corps, mais aussi ma confiance. « Vous avez survécu à quelque chose de terrible », m'a-t-elle dit lors d'une de nos séances. « Mais survivre ne suffit pas, n'est-ce pas? Vous voulez revivre pleinement. » Elle avait raison. Je ne voulais pas que Béatrice et Mathieu continuent d'avoir du pouvoir sur moi, sur mes rêves, sur mon avenir. Je ne voulais pas que mon histoire soit définie uniquement par ce moment dans le garage. Je voulais réclamer mon récit. 6 mois après le procès, j'ai pris une décision qui allait changer ma vie. Je retournerai dans mon village en Provence, sur cette terre d'oliviers et de ciels infinis que j'avais laissé derrière moi pour suivre Mathieu à Lyon. Ce n'était pas un retour en arrière, comme certains pourraient le penser, mais un retour à mes racines, à mon essence. J'avais besoin de renouer avec la Camille que j'avais été avant les Marshall, avant le traumatisme, avant de me perdre en essayant d'être celle qu'il voulait que je sois. L'école du village avait besoin d'une institutrice. Mon ancien directeur m'a accueillie à bras ouverts. « Tu as toujours été la meilleure avec les petits », m'a-t-il dit. « Tu leur as manqué. Tu nous as tous manqué. » Les retrouvailles avec mes anciens élèves, maintenant plusieurs classes plus haut, ont été comme un baume. Ils m'ont serré dans leurs bras, m'ont posé 1000 questions sur la grande ville, m'ont montré fièrement ce qu'ils avaient appris en mon absence. Ils n'ont pas posé de questions sur mes cicatrices, ni sur ma légère boiterie. Pour eux, j'étais simplement mademoiselle Camille qui était rentrée à la maison. Anne n'a pas compris ma décision au début. Retourner au village, après tout ce que tu as combattu, n'est-ce pas comme abandonner? Ce n'est pas abandonner, lui ai-je expliqué en emballant mes maigres affaires. La plupart de mes choses étaient encore dans l'appartement que j'avais partagé avec Mathieu et je ne voulais pas les récupérer. C'est me souvenir de qui je suis. C'est retourner à un endroit où je me sens forte. S'installer de nouveau au village n'a pas été facile. Il y avait des rumeurs, bien sûr. Les gens parlaient de mon mariage raté, du procès qui était passé dans les journaux nationaux. Certains me regardaient avec pitié, d'autres avec une curiosité morbide. Mais il y avait aussi de la chaleur. Madame Rémy, mon ancienne voisine, m'a apporté une marmite de daube provençale le jour de mon arrivée. « Pour que tu reprennes des forces, ma petite », m'a-t-elle dit. Le boulanger a refusé de me faire payer pendant la première semaine. C'est la maison qui régale, Camille. Bienvenue chez toi. Et peu à peu, les rumeurs ont été remplacées par de vraies conversations, par des questions sincères, par des offres d'aide authentiques. La maison de ma grand-mère avait besoin de travaux. Elle était fermée depuis des années, depuis sa mort peu après celle de mes parents. Elle sentait l'humidité et les souvenirs, mais elle avait une bonne structure, une cour arrière avec un olivier centenaire et une vue sur les collines. Avec l'aide de quelques voisins, j'ai commencé à la rénover, peindre les murs, réparer les fuites, tailler l'olivier abandonné. Chaque amélioration dans la maison était aussi une amélioration en moi-même. Quelques mois plus tard,
Lorsque la journaliste Rosa Martin m'a contactée pour une interview de suivi sur l'affaire, je l'ai reçue dans cette cour. C'était un après-midi doré de printemps, avec l'arôme des orangers en fleurs imprégnant l'air. Je lui ai servi une tisane à la menthe dans les tasses ébréchées de ma grand-mère et je lui ai raconté mon histoire. Pas seulement celle de l'agression et du procès, mais celle d'avant et d'après. Celle d'une femme qui s'était perdue et s'était retrouvée. « Ne craignez-vous pas que les gens vous voient toujours comme une victime ?» m'a demandé Rosa à un moment de l'interview. « Je ne suis pas une victime », ai-je répondu avec l'assurance que j'avais durement acquise. « Je suis une survivante, et il y a une grande différence. » L'article qu'elle a publié s'intitulait « Renaître parmi les oliviers, l'histoire de Camille Leroy ». Il parlait de justice, oui, mais aussi de résilience et de redécouverte. Ce n'était pas l'histoire d'une femme vaincue fuyant vers son village, mais celle de quelqu'un qui choisissait consciemment où et comment reconstruire sa vie. Après cette interview, j'ai reçu des dizaines de messages d'autres femmes qui avaient vécu des situations similaires, des femmes qui avaient été réduites au silence, ignorées, discréditées, des femmes qui trouvaient dans mon histoire une lueur d'espoir. Presque sans m'en rendre compte, j'ai commencé à organiser des groupes de parole au centre culturel du village. Au début, seules quelques femmes locales y assistaient, mais avec le temps, elles sont venues des villages voisins, et même de la grande ville. Nous partagions des histoires, des ressources, des stratégies. Nous n'étions pas un groupe de victimes se lamentant, mais un réseau de survivantes se soutenant mutuellement. Parler est le premier acte de résistance, leur disais-je toujours. Quand on vous enlève votre voix, la récupérer est votre première victoire. 3 ans ont passé depuis ce jeudi dans le garage. Mon corps a presque entièrement guéri, bien que le baromètre de mon genou continue d'annoncer la pluie avant la météo. La maison de ma grand-mère est maintenant vraiment la mienne, avec ses murs aux couleurs vives et sa cour toujours pleine de plantes et de conversations. Béatrice a purgé sa peine d'assignation à résidence, puis a disparu de la vie publique. On dit qu'elle vit recluse dans sa grande maison, qu'elle sort à peine, qu'elle a perdu son influence dans les cercles sociaux qu'elle dominait autrefois. Je ne ressens ni satisfaction de sa chute, ni même de la rancune, juste une sorte de justice poétique. Elle qui a tenté de me faire taire, vit maintenant en silence. De Mathieu, je sais peu de choses. Il s'est remarié l'année dernière, avec une avocate d'une famille éminente, exactement le genre de femme que sa mère avait toujours rêvé pour lui. Je leur souhaite un bonheur que nous n'avons jamais trouvé. Sincèrement. Anne vient me rendre visite souvent. Elle se moque de ma vie de village, de mes poules et de mon potager, de la façon dont je suis devenue une vraie Provençale pur jus. Mais je vois dans ses yeux qu'elle est fière, qu'elle comprend, enfin, que ce n'était pas un retour en arrière, mais le plus grand de mes progrès. Aujourd'hui, en ramassant les olives de l'arbre de ma grand-mère, je me souviens de ces mots. Nous sommes comme l'olivier, Camille. On peut nous tailler, mais nous repoussons toujours. Je contemple mes mains, rudes maintenant à cause du travail de la terre, mais fortes, capables. Des mains qui écrivent, qui enseignent, qui cultivent, qui caressent. Des mains qui ne tremblent plus. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Il y a un nouvel instituteur à l'école, Paul, qui me regarde avec des yeux qui reconnaissent ma force, pas mes blessures. Il y a des projets pour étendre notre groupe de soutien à d'autres villages. Il y a un livre en cours, mes mémoires mêlées aux histoires d'autres femmes qui ont retrouvé leur voix. Mais quoi qu'il advienne, je l'affronterai avec la certitude de celle qui est tombée et s'est relevée, de celle qui a été réduite au silence et qui a recommencé à parler, de celle qui connaît la valeur de sa propre voix, car c'est là ma vraie victoire. Non seulement avoir survécu, mais avoir appris à vivre selon mes propres termes. Non seulement avoir crié dans le garage, mais continuer à parler, haut et fort, pour que d'autres femmes sachent qu'elles le peuvent aussi. Je ne suis pas la même Camille qui déchargeait les courses ce jeudi-là. Je suis plus forte, plus sage, plus authentique. Je suis la Camille que ma grand-mère a toujours su que je pouvais être. Celle qui, comme l'olivier centenaire de la cour, a été taillée, mais a repoussé, plus forte et plus enracinée que jamais.